s'il y a quelque chose que je conseille aux jeunes musiciens, c'est ça. C'est-à-dire, allez-y, commandez des pièces à vos amis compositeurs. C'est quelque chose de... Et c'est en plus comme ça qu'on fait grandir l'instrument et la guitare et qu'on la fait s'intégrer à la vie musicale d'aujourd'hui. C'est quelque chose de fondamental. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde va bien pour cette 16e édition du Dessous des cordes avec cette fois-ci Pablo Marquez. Comment vas-tu Pablo ? Ça va bien, merci beaucoup. Et toi ? Bah, ça va génial, surtout que ça va très bien plutôt, parce que ça fait des mois, presque plus d'1 an peut-être que je t'avais contacté pour que tu viennes dans le Dessous des cordes, donc je suis super heureux de t'avoir. Parce que tu n'es pas parisien, hein, contrairement à certains guitaristes que je reçois ici, à la Guitararia. Et alors Rémi Joussel m'a parlé de toi ici, Tania Chagnot, Athanas Surkouzounov, enfin beaucoup de gens ont parlé de toi, mais voilà, maintenant tu étais là, enfin, donc je suis super content. Je suis aussi super content parce que tu es un guitariste quand même qui est, je trouve, hyper complet. Que ce soit dans ton répertoire, que ce soit dans le fait que tu joues en soliste, en musique de chambre, avec orchestre. Enfin, je ne sais pas ce que tu n'as pas fait encore, mais tu es vraiment, je trouve, un des guitaristes les plus complets. Et tu as vraiment des choses à dire en plus de la guitare, donc je suis super content de t'avoir. En tout cas, tu fais l'unanimité dans le monde de la guitare. C'est vrai qu'il y a peu de guitaristes où il peut y avoir des petites critiques par-ci par-là, mais toi, honnêtement, tu es tellement complet qu'on ne peut pas t'attaquer sur beaucoup d'endroits. Et si tu te vais... Alors, c'est qui Pablo Marquez aujourd'hui, avec toutes ces années d'expérience ? Comment est-ce que tu te définirais pour quelqu'un qui ne te connaît pas encore ? C'est toujours une question difficile à répondre, mais bon, enfin, je suis pas quelqu'un qui définit les choses comme ça de façon très simple, mais bon. Je suis guitariste, je suis musicien, je suis prof, voilà quoi, j'essaie de faire au mieux ces 3 choses-là et voilà, et puis j'essaie toujours d'être en apprentissage aussi. Je trouve ça très important, de pas, pour moi ce n'est jamais fini en fait, l'apprentissage. Donc, même en tant que professeur. Voilà, et on apprend beaucoup des élèves aussi, donc c'est une retroalimentation constante en fait avec les élèves. On se remet en question et si jamais on essaie de transmettre quelque chose et ça ne marche pas, bon, pourquoi ça ne marche pas ? Donc on est obligé quand même de s'interroger constamment, je trouve. Peut-être une des clés de ta réussite. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, qui découvrent cette vidéo avec Pablo Marquez, disons que quand même tu fais des concerts, tu as fait des concerts dans les salles les plus prestigieuses, Concert de Gebo d'Amsterdam, Teatro Colón de Buenos Aires, Cité de la musique à Paris. Tu es un fervent défenseur et interprète de la musique contemporaine. Donc parfois tu as fait des créations, Luciano Berio, Mauricio Kagel, Luca Francesconi, Zad Multaka, Pierre Boulez, etc. Vraiment, tu es un des guitaristes phares dans la musique contemporaine aujourd'hui en France et en Europe, enfin en Europe surtout, et dans le monde, disons-le. Tu as collaboré avec des orchestres, soit en tant que soliste, soit en tant que dans les orchestres. On pense beaucoup à l'ensemble intercontemporain, au Philharmonique de Radio France, à Musique à 13. Tu me dis si j'oublie, mais je dis les principaux. Oui, non, mais voilà, c'est pour que les gens comprennent un petit peu. Ouais. Tu fais beaucoup de collaborations aussi. Alors, il y a ton célèbre Histoire du tango avec la flûtiste Cécile Darroux, qui est pour moi le meilleur disque de l'histoire du tango quand même d'Astor Piazzolla. Tu fais des duos aussi avec des violoncellistes. On avait Anne Gastinel avant, on a maintenant Anja Lechner. Anja Lechner. Oui. Là, tu viens de sortir il y a quelques années un disque avec pianoforte. Avec Yann Schultz. Oui, c'est ça. Voilà, donc tu es un musicien très complet et avec des grands prix, alors le Grand Prix du disque Charles Cros, etc. Et tu t'es fait quand même connaître dans ta jeunesse, c'est peut-être le point de départ de ta carrière vraiment proprement parlé, avec le concours Villa-Lobos, puis le concours Radio France à Paris. Voilà, c'est ça. Et on en parlera aussi, savoir en quoi ça a été important pour toi. Et pour terminer rapidement, tu es professeur aussi à Bâle, en Suisse, et tu formes des étudiants
bachelor, master. Voilà, c'est ça. Voilà, et comme tu disais dans ta présentation, c'est quelque chose qui est important pour toi, le fait de la transmission, oui, absolument. Oui. Alors moi, ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui avec Pablo Marquez, c'est creuser un petit peu sur l'identité de Pablo Marquez, qu'est-ce qu'il a d'original par rapport aux autres guitaristes que j'ai interviewés ici. Donc un peu ton histoire, ta vision de la musique aussi, parce que c'est quand même, faut être un petit peu militant pour faire, je pense, de la musique contemporaine et puis de la musique ancienne aussi. Ouais. Donc on parlera aussi de musique contemporaine à proprement parler sur la guitare, de tes expériences en tant que chambriste. Et puis voilà, il y aura des petites questions bonus à la fin si on a le temps. Est-ce que ça te va? Est-ce que D'accord, ça marche. Alors je voulais commencer. Beaucoup de guitaristes, dans les mêmes, je sais pas, dans les étudiants, la guitare, pour beaucoup, c'est un instrument de soliste, de jeu en solo. Ouais. Pourquoi est-ce que tu es devenu un musicien si complet, toi? Est-ce qu'au fond de toi, tu voulais être guitariste soliste? Non, pour moi, en fait, depuis, je dirais, le tout début, la guitare, c'était juste un moyen pour faire de la musique. Mais moi, ce que je voulais, c'était d'être musicien. Parce que moi, ce qui m'attirait, c'était le son de l'orchestre, le son des instruments, des différents instruments. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait une guitare à la maison. Et voilà, c'est la guitare mais ça aurait pu être n'importe quel autre instrument, en fait. Et donc, et pour moi, disons, dans mon ressenti personnel, dans ma démarche, j'ai besoin d'échanger avec d'autres sons que celui de la guitare, en fait. C'est-à-dire, j'adore jouer tout seul, je trouve que c'est une expérience fantastique d'être seul sur scène et puis de proposer un programme, une histoire, on raconte une histoire avec un programme. C'est un challenge personnel aussi d'être tout seul. Voilà, exactement. Mais j'adore le partage sur scène aussi, avec d'autres musiciens. Donc ça je peux pas m'en passer, je jamais pu en fait. Et je crois que si je compte le nombre d'heures sur scène, je crois que j'ai passé plus de temps avec des gens que tout seul en fait. D'accord. Et donc, c'était original pour un guitariste finalement. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et ça, c'était dès que tu étais étudiant ou c'est venu après? Non, depuis mes études au conservatoire, je remuais ciel et terre pour jouer avec des collègues, enfin d'autres musiciens qui jouaient enfin aussi des guitaristes, hein, mais c'est moi qui avais créé en quelque sorte en Argentine, nord-ouest de l'Argentine, à Salta, l'ensemble de musique des chambres de l'école, pratiquement. Donc, c'est toi qui étais le moteur pour jouer. Voilà, j'étais un peu le moteur de... Parce que disons-le, souvent les guitaristes dans les conservatoires, même au conservatoire de Paris ou quoi, sont souvent un petit peu isolés. Oui. Hein, on joue tellement, on prend tellement de plaisir à être sur scène à plusieurs. Hein, salut les copains du Quatuor Éclipse. Que voilà, ou avec d'autres instruments, on progresse aussi même dans le son. Oui. Quand on joue avec un violoncelle, par exemple, on voit un violoncelle qui vibre, on se dit, moi aussi je vais vibrer. Enfin, je sais pas, c'est des trucs évidents évidemment. qu'on ne se pose pas quand on joue tout seul. Voilà. Et allez sur le site de Pablo Marquez parce que tu as une rubrique répertoire où tu mets toutes les pièces que tu as jouées ou que tu as dans les doigts. Et alors ça va de la musique Renaissance à la musique contemporaine. Alors il y a beaucoup de musique contemporaine, beaucoup de musique Renaissance aussi finalement. Ton rapport à la musique contemporaine, maintenant, elle est totale, etc. Mais pareil, c'est venu assez tôt ou finalement tu es tombé dedans un peu par hasard? Non, c'est venu aussi un peu tôt, parce que moi j'ai pris conscience que la guitare ne peut pas être un musée, en fait. Ce n'est pas seulement un musée. Et si on ne fait pas les choses... si on ne vit pas le monde d'aujourd'hui, je trouve ça un peu bizarre en fait. Enfin, c'est personnel, hein, je ne dis pas que ça doit être comme ça, mais je ne peux pas être déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis en fait. Donc, mais il est vrai que le fait de faire certaines rencontres, ça aide aussi à prendre conscience de ça, et voilà. Je me souviens la première fois que j'ai joué aux États-Unis, c'était en 89. C'était
un grand cycle, une grande série de musique de chambre à Houston. Et là, il y avait 3 concerts dédiés à jeunes solistes, voilà. Donc, un concert, il m'avait invité pour jouer là, et la condition, c'était de jouer une œuvre de compositeur états-unien écrite après ma date de naissance. Et j'avais trouvé ça extraordinaire parce que, en fin de compte, c'est quoi la musique contemporaine? C'est ça en fait, c'est la musique écrite de nos jours en fait. Hein? C'est-à-dire, on peut dire par exemple le marteau sans maître, est-ce que c'est la musique contemporaine? Pas vraiment en fait. Oui, c'est la musique contemporaine, mais ce n'est pas de nos jours en fait. C'est une pièce qui a 60 ans quand même. Hein. C'est vrai. Hein? Ça commence très vieux, quelque part. Et toi, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées entre-temps, en fait. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. C'est vrai que souvent on confond musique contemporaine et musique atonale, oui. par exemple. Oui, voilà. C'est la même chose. Mais voilà, il y a tellement de choses qui se passent. Et du coup, tu as commencé ça quand tu as commencé à faire des concerts et que tu as eu des propositions, ou pareil, un petit peu comme la musique de chambre, ouais. Tu as commencé à être très attiré par ça quand tu étais étudiant, ou c'est en connaissant les compositeurs que ça a été un peu... C'est les deux, c'est les deux. C'est-à-dire, je me souviens, en cours d'histoire de la musique au conservatoire, pareil, à Salta, on étudiait les œuvres, l'histoire de la musique, et puis après, je voyais des noms des compositeurs que j'avais jamais entendu rien de tout ça. J'étais curieux, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Je veux connaître en fait. J'ai toujours été très curieux en fait. Et c'est ça qui m'a amené à faire ça. À faire de la direction aussi, parce que j'ai vu que tu avais fait de la direction. Voilà. Et ça, la direction, tu l'as faite aussi jeune ou un petit peu plus tard? Parce qu'il y a une vidéo où tu diriges des estancias dans un orchestre de jeunes sur YouTube, je trouve ça assez sympa. C'est de la musique argentine. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'était une fois que ta carrière était un peu lancée, ou c'était aussi dans tes jeunes années que tu as... C'est-à-dire, j'ai toujours été attiré par la direction, mais... malheureusement, je ne me suis jamais donné les moyens, quand j'étais jeune, de donner libre cours à ça, à cette passion que j'avais. Et on m'a aussi mal conseillé, on m'avait dit non, ça c'est pour les gens qui ont déjà une certaine expérience. Donc je me suis dit, bon, c'est pas pour moi. Et ensuite, avec la guitare, on a toujours un petit peu ces complexes d'infériorité, donc je me suis dit non, peut-être pas, je suis pas assez mûr. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, c'est pourquoi. Et donc c'est après que tu as pris tes... Donc c'est après que j'ai dit bon, je vais quand même étudier, et puis bon, de toute façon j'avais toujours un œil. Les concerts symphoniques, qu'est-ce qu'il fait le chef et pourquoi comment est-ce que ça marche quel est le rapport entre le geste et le résultat sonore et tout ça. Non? Donc, et aussi dans ma démarche en tant que musicien, j'ai toujours essayé de comprendre en profondeur le geste musical. Et ça amène naturellement à la direction d'orchestre en fait. Et qu'est-ce que ça change d'être dans l'orchestre et de le diriger? C'est quoi est-ce qu'il y a une grande différence pour appréhender la musique ou de jouer tout seul? Il y a vraiment quelque chose un paramètre qui change énormément à part... C'est-à-dire que quand on est devant un orchestre, forcément on doit avoir une écoute polyphonique très développée. Et ça, parce qu'on doit entendre ce qu'ils font les différents groupes d'instruments et les différentes couches sonores et les différents éléments inhérents à la composition. Donc, c'est très important d'entendre tout ça en même temps, en fait, et en transparence. Et donc, j'essaye de faire tout simplement la même chose avec la guitare.
Parce que la guitare, c'est quand même assez directif. Ouais. J'ai l'impression qu'un orchestre symphonique, j'ai jamais dirigé d'orchestre symphonique, mais t'as l'impression que c'est un peu un paquebot, quoi. Oui. Moi, j'avais joué un petit peu avec l'orchestre de l'Opéra de Paris, on était dans la fosse, etc. Et c'était rigolo parce qu'en fait, le chef n'était pas hyper apprécié des musiciens, c'était pour La Veuve Joyeuse, une opérette. Et en fait, les gens de l'orchestre de l'Opéra de Paris ne suivaient pas le chef. D'accord. Et c'était un peu bizarre, parce que du coup, en fait, une fois qu'on arrêtait de regarder le chef et qu'on écoutait tout le monde, bah, c'était évident. Et voilà, j'ai l'impression que même aussi un chef, pour se faire respecter, il faut qu'il y ait de l'envergure, etc. Quoi, il faut en fait une connexion. Il faut être connecté, il faut évidemment, je pense, on travaille avec des êtres humains, donc et des êtres humains qui sont souvent des très bons musiciens, enfin tout aussi forts que moi à la guitare ou même plus forts. Et donc il n'y a pas un rapport de hiérarchie en fait avec un chef. Ça c'est la vieille école en fait, ça n'existe plus en fait aujourd'hui. Donc il faut que déjà entendre ce que l'orchestre a à nous donner. Et en fait l'essence c'est un peu comme une pâte à modeler en fait. On modèle le son avec le matériel qu'on a, et c'est ça. Et on joue avec. Et si on arrive avec une idée préconçue, bon, il faut que ce soit comme ça, ça ne marche jamais en fait. Donc il faut être assez réactif et sur le moment, et c'est comme ça que ça marche, je pense. Maintenant, on va parler un petit peu peut-être de ton histoire ou quoi. Est-ce que le fait d'être argentin, ça influence encore tes goûts de musicien aujourd'hui, que ce soit dans le style, que ce soit dans le répertoire ou pas? Ou finalement... Bon, évidemment, c'est quelque chose de très important pour moi. Hein. Ça fait partie de mon identité. Quoique j'ai passé la plupart de ma vie en France quand même. Ouais. Donc je suis presque autant français qu'argentin. Mais c'est vrai, j'ai grandi dans une région où la musique traditionnelle est très très forte en fait. Et je pense que ce rapport très naturel à la musique et très spontané et aussi à l'instrument, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué toujours. C'est-à-dire le fait d'arriver sur scène et puis de jouer. Sans chichi, voilà. Et on fait ça et c'est direct, quoi. Voilà. Et à 10 ça, ans, j'aime beaucoup, en fait. À 10 ans en Argentine, et comment est-ce qu'on apprend la guitare? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a des conservatoires, beaucoup comme en Europe ou moi, j'ai eu la chance d'intégrer une école de musique où il y avait des très bons profs à l'époque. Tout de suite. Voilà. Et donc un peu comme en Europe, finalement. Un peu comme en Europe, oui, voilà. Différence, Oui. Et tu parles dans ta carrière aussi que tu as été très marqué par György Sebok. C'est comme ça qu'on dit, quand je passe son nom. Donc pianiste, et que son enseignement t'a beaucoup marqué. Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est que c'est un pianiste. Oui. En quoi est-ce que ça t'a marqué? Parce qu'en fait, c'est tombé dans un moment de ma vie où où j'étais un peu, peut-être, un peu perdu, on va dire. Donc j'avais fait les concours, j'avais passé le concours, enfin Radio France, Villa-Lobos, j'avais eu les prix et tout ça. Après j'avais fait Genève, je crois. Enfin un certain nombre de concours. Donc avec plus ou moins de succès. Et en fait, quelque part, ma vie ici à Paris, c'était un peu stagné un petit peu. Donc, il y a un ami qui me dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas voir Sebok? Il faisait tous les ans des cours d'été en Suisse, pendant 3 semaines. Et il enseignait entre 5 et 6 heures par jour. Tous les jours, sauf dimanche, où il y avait un concert. Hein. Et en fait, je me suis dit, ok, bon. Parce qu'en fait, c'est drôle. Hier, j'ai vu une amie qui m'a rappelé que je lui avais dit à cette époque-là
que j'ai pensé peut-être arrêter la guitare, parce que j'étais un peu perdu en fait. Mais vraiment. perdu dans le sens Ouais. où tu n'avais plus d'objectifs, tu avais moins de Oui, concerts. exactement, j'avais pas des concerts, D'accord. c'était vraiment un trou, quoi, un trou d'air, quoi, tu vois. Comme quoi, Ouais. on peut aussi gagner à Radio France. Oui, exactement, c'est ça, oui. C'est aussi, Ouais. les carrières ne sont pas tout le temps comme ça. Hein. Non, non, Ça, non, c'est ce non, qu'on non, pense non, non, complètement. c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Hein. Et donc, et là, je dis ok, d'accord, bon, j'envoie une petite cassette, tu sais, à l'époque, parce qu'il y avait une sélection quand même. Et j'étais sélectionné. Et il prenait en fait 15 pianistes et 15 autres instrumentistes. D'accord. Et j'étais le seul guitariste. Donc je vais, c'était dans les Alpes suisses, un endroit magnifique, hein, en été. Et voilà, et c'était un bain de musique, d'humanité, d'écoute profonde, de compréhension. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. Vous pouvez regarder, il y a quelques masterclass sur YouTube. Ok, on va mettre en description. Oui, voilà. Et ça, quelque part, pour moi, ça marquait un avant et après. Parce que là, ça m'a fait vraiment retrouver ma propre essence et mon envie de faire de la musique et mon envie de continuer malgré tout. Et voilà, c'était un moment très, 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 très important pour moi. Humainement aussi, j'ai l'impression. Humainement, oui, humainement. Et concrètement, qu'est-ce qu'un pianiste a fait ressortir chez toi ton rapport à l'instrument? Comment il s'y est pris? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu te rappelles un petit peu? On a travaillé surtout la musique en fait. C'est-à-dire, il y avait des demandes, oui, une certaine exigence musicale à laquelle il fallait répondre. Pourquoi ta gamme ne va pas assez vite, par exemple? Oui, non, si. Enfin, pourquoi tu joues pas plus fort? dans tous les sens, dans tous les sens. Et pourquoi c'est pas plus connecté là? Pourquoi c'est pas plus legato? Pourquoi Mais il était beaucoup dans la suggestion en fait. Et si tu essayais ça, par exemple, non? Et donc, et là, on est obligé de trouver ses propres moyens en fait. Et là, c'était vraiment une expérience inoubliable pour moi, extraordinaire. Et alors, tu as gagné le concours Radio France, en France, évidemment. Ouais. Et tu dis que tu as vécu en France plus de temps, finalement, qu'en Argentine. Ouais. Ça part d'où, ton lien avec la France? Est-ce que tu as vécu à Strasbourg, je crois, pendant plusieurs années, non? J'ai vécu 9 ans à Paris, au début. Ok. Ensuite, j'ai eu le poste à Strasbourg. Ouais. Donc, j'ai déménagé à Strasbourg en 97. Ensuite, en 2005, j'ai eu le poste à Bâle. Donc, j'ai commencé à faire la navette entre Strasbourg. J'ai gardé domicile à Strasbourg quand même. Et pourquoi est-ce que tu t'es installé en France la première fois? Parce que c'était un peu le concours de Paris. C'était un petit peu grâce au concours de Radio France. Donc, je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance en Europe. En Europe. Et du coup, tu t'enseignais déjà à Paris? Tu faisais quoi? Non, tu étais baigné dans le monde culturel parisien? Voilà, exactement, c'est ouais. ça. En fait, au tout début, j'ai fait des... Parce que pour moi, c'était une lacune dans ma formation en Argentine. J'ai fait des études de musique ancienne avec Javier Hinojosa, qui enseignait dans une petite école de musique de banlieue au Rancy, je me souviens. Et voilà, je me suis inscrit chez lui et j'ai fait 3 ans avec lui d'études de musique ancienne. Voilà, c'est lui qui m'a ouvert vraiment les portes grandes ouvertes du monde de la musique de la Renaissance. Et on a beaucoup travaillé les traités, les textes, voilà, et c'est lui qui m'a donné les outils en fait, en gros, pour la compréhension de cette musique. Et parce que pour toi, c'est quelque chose de très important, j'ai l'impression, de jouer la musique d'aujourd'hui et de jouer aussi la musique de cette époque-là. Oui. Qu'est-ce qui est important pour bien jouer imagine, tu vois, quelqu'un qui a 18-20 ans, qui commence à découvrir cette musique-là. C'est quoi la chose la plus importante dans cette musique à appréhender? Dans la Renaissance? Ouais. Pour moi, c'est la base de tout.
c'est grâce à cette musique-là, d'ailleurs, que j'ai développé vraiment en profondeur mon écoute polyphonique. Voilà. Et c'est la base de tout l'édifice de la musique occidentale après. Et donc ça donne des outils de travail très puissants, je trouve. Et d'ailleurs, je fais ça avec mes élèves parce que je trouve que ça apporte une solidité qui est vraiment pas négligeable. On va continuer, mais avant ça, on voulait quand même vous rappeler qu'on était à la Guitaria pour C'est de les cordes. Donc, c'est la boutique à Paris où on vient, comme toi tu viens parfois à Paris, tu passes à la Guitaria, je sais, pour essayer des guitares, pour acheter des partitions, pour échanger, pour acheter des cordes. Donc, on les remercie encore de nous ouvrir la Guitaria pour faire cette interview quand elle est fermée. Donc, merci à eux. Et puis, pour approfondir un peu encore ta vision de la musique. Dans une interview, j'ai vu « Je ne suis pas intéressé par la perfection en elle-même. En concert, je préfère prendre des risques et provoquer des émotions que de jouer parfaitement et que rien ne se passe. » Ça, c'est peut-être une des choses qu'on peut éventuellement reprocher aux jeunes guitaristes qui gagnent des concours ou qui préparent des concours. Mais est-ce que, voilà, toi, tu as plutôt une vision, pas inverse, mais tu dirais qu'il faut mettre le curseur un peu au milieu, quoi. Oui, je crois. Enfin, c'est personnel, hein. Je ne dis pas que les choses doivent absolument être comme ça. C'est comment la façon dont je vis la musique sur scène. Je ne peux pas être, disons, aspirer seulement à la perfection parce que je trouve ça trop ennuyeux, quelque part. Puis il n'y a pas de fin, finalement, c'est jamais parfait, non? Voilà, et à la fin, c'est jamais parfait de toute façon. Donc, je préfère vivre plutôt dans quelque chose qui se passe. La musique, de toute façon, se passe ici et maintenant, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, ce ne sera jamais la même chose que quand on était à la maison et qu'on travaillait et que c'était parfait. Et puis, voilà, il y a toujours quelque chose qui... C'est l'art du temps présent. C'est l'art du présent, exactement. Donc, du coup, je ne sais pas comment être parfait, en fait. Tu vois? Tu parles aussi un peu de rigueur intellectuelle. En quoi est-ce que ça... Comment gérer un peu cette rigueur intellectuelle, tu sais, de comprendre la musique pour la jouer, au plus... s'approcher de la vérité. Je ne sais pas si c'est possible en musique, même dans les arts en général, mais en quoi c'est important la rigueur intellectuelle, tu vois, d'un musicien? C'est-à-dire, il faut quand même essayer de comprendre la complexité d'une œuvre et aussi comprendre son contexte. Et je pense que c'est une alchimie entre la compréhension de tous ces éléments-là et puis, évidemment, l'exigence interne de pouvoir atteindre et de mettre ensemble toutes ces données. Il y a certaines données qui sont objectives dans la musique et beaucoup de données qui sont subjectives. Et donc c'est l'équilibre entre tout ça que je trouve intéressant. Et avec tous tes étudiants, généralement tu remarques qu'il faut plutôt appuyer sur le côté rigueur intellectuelle, tu vois, de la musique, ça ce code-là. Ou finalement, est-ce que tu as aussi des étudiants qui sont presque trop là-dedans et qui ont besoin un peu de se libérer? Oui, bien sûr, ça, chacun est différent et chaque étudiant a un besoin qui est absolument différent de son collègue. Donc, avec chacun, c'est un travail vraiment individuel, personnalisé. Mais généralement, généralement, ça peut être l'un ou l'autre, quoi. T'as pas, oui. Tous les étudiants que tu as eu, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a de tout. Et toi, par exemple, ce côté un peu rigueur intellectuelle de comprendre la musique, tu l'as appris dans tes études ou c'est après?
pendant les études et après, je continue d'apprendre. C'est difficile de définir un cadre temporel pour ça parce que tu as eu conscience de ça tôt. On apprend tout le temps. Oui, parce oui, qu'il y a des musiciens qui sont, comment dire, très forts pour l'intuition aussi, ça existe, oui. tu vois, qui sont très forts et puis ils ont un peu leur propre style. Alors des fois, peut-être que dans le style de l'époque, c'est pas hyper juste, mais est-ce que peut-être que, enfin, j'ai envie de dire, ça marche quand même. Peut-être que toi, ça te choquerait ou même moi, des fois, je me dis, ok, mais là, il fait quand même n'importe quoi, tu vois. Mais chacun a un petit peu aussi sa vérité, quoi. Bien sûr, non, c'est certain. C'est pour ça que je dis toujours, ce que je raconte, ça me concerne moi. C'est-à-dire, c'est mon vécu avec la musique. Mais bon, je pense qu'il y a certaines données qui ne sont pas négociables non plus dans la musique. C'est-à-dire le sens du rythme. Tu vois, on ne peut pas négocier avec certaines choses. C'est-à-dire, ou si on a certaines hiérarchies harmoniques, tu vois, bon, on peut avoir un regard différent, mais il faut quand même qu'il y ait une logique, une cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, c'est ça qui va pas, en fait. Puis jouer correctement une appoggiature. Bon, par exemple, tu vois, il y a des choses qui ne sont pas négociables, je trouve. Et en parlant de rythme, toi, t'es plutôt un partisan du métronome ou pas? C'est un outil de travail. Que tu utilises toi? Voilà, oui, bien sûr, je l'utilise. Mais il ne faut pas être esclave de l'outil de travail. Voilà, ça c'est le conseil que je peux donner. Et tu parles aussi dans tes sources d'inspiration d'un livre que tu as lu de Claudio Arrau. Oui. Et alors moi j'ai pas lu ce livre, mais en quoi est-ce qu'il t'a bouleversé ce livre? En fait, c'est son vécu en tant que musicien et puis l'expérience qu'il a eue, parce qu'en fait il a été l'élève du dernier élève de Liszt. Et le type de concept technique qu'il véhicule en fait. C'est-à-dire le travail avec du son et du poids et de la détente surtout. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup aidé aussi à... Bon, c'était aussi un lien avec l'expérience avec Schubert, parce qu'il parlait à peu près des mêmes choses, non? Mais... C'est-à-dire, c'est des expériences ou des vécus qui consolident une certaine idée, une certaine sensation, en fait, qui nous est utile pour développer ce qu'on fait avec nous-mêmes, avec la guitare. Et tu dis aussi, une des grandes qualités de la guitare, quand même, c'est ses couleurs. Pareil, toi c'est quelque chose que tu développes énormément. Je t'avais vu en concert au Festival de Paris il y a assez longtemps, au Théâtre Adiar il y a très longtemps. Et puis j'avais été marqué par ça. Déjà tu jouais, alors, même pour le répertoire, tu jouais du Doland et puis tu jouais du Multaka, je crois. Et puis voilà, tu utilisais la guitare comme un petit orchestre, comme dirait Berlioz, je crois. En quoi c'est important pour toi d'avoir aussi ce prisme-là quand tu interprètes une œuvre? C'est-à-dire, on a la chance et le bonheur de jouer d'un instrument qui a une capacité de couleur qui est extraordinaire, je trouve. Donc, pourquoi pas s'en servir? Je pense qu'en plus, si on lit on analyse les textes historiques, par exemple les méthodes Aguado, Sor, même avant les textes de la Renaissance, par exemple, ou les préfaces des éditions de lutte et tout ça, ils parlent de la couleur, tous. D'accord. Tous. Donc c'est un paramètre quand même très, très important et je dirais presque identitaire de la guitare. Hein? Et ça fait longtemps que tu es prof pour des étudiants, quand même, des élèves avancés. Est-ce que tu as remarqué une évolution, une différence chez les jeunes guitaristes par rapport à il y a 15 ou 20 ans? Ou est-ce que finalement c'est un peu pas les mêmes, tu vois ce que je veux dire, mais est-ce qu'ils ont les mêmes qualités qu'avant? Est-ce qu'ils ont les mêmes défauts qu'avant? Tu trouves que ça a changé ou pas? Je trouve
c'est difficile de faire des généralisations comme ça. Bon, j'ai eu au début de ma carrière des élèves absolument brillants. Hein, bon, je pense notamment à Rémi que tu as reçu. On embrasse. Et j'ai des élèves brillants aujourd'hui, donc je ne sais pas, c'est difficile à dire. Après, c'est sûr que... Après, on voit évidemment en concert le niveau technique qui est absolument éblouissant parfois. Non je ne sais pas, c'est mitigé pour moi. Je ne sais pas répondre à cette question. Ils sont peut-être plus forts techniquement, mais sinon, c'est à peu près le même... D'accord, ok. Non, mais... Ouais. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une formation musicale peut-être plus solide qu'il y a 20 ans. Mais je pense que les problèmes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, il faut se trouver soi-même. Tu vois? Et ça, ça va pas changer, je pense. Ce sera toujours comment dire, le problème, enfin, pas le problème, mais le défi. La tu quête, vois? ouais, La quête, ce sera toujours celle-là. Et toi, finalement, en tant que prof, c'est ça que tu essayes le plus d'aller chercher? Voilà, exactement. C'est-à-dire aider à chacun de trouver son propre chemin, en fait. Parce qu'il n'y a pas de chemin tout tracé. Ça n'existait pas. Son identité de musicien aussi. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça qui est intéressant. Et tu dirais que le Pablo Marquez d'aujourd'hui, il est plus fort ou moins fort que le Pablo Marquez qui a gagné Radio France, par exemple? Peut-être, je joue moins bien aujourd'hui, je sais pas. J'ai moins de doigts, je sais pas. Non, évidemment, j'ai plus de maturité. Et je sais pas. C'est une question que je te demande ça parce qu'il y a Gérard Habitant qu'on a reçu ici qui lui disait qu'il n'a jamais été aussi fort que maintenant ou qu'il n'y a pas si longtemps parce qu'il a développé des nouvelles choses, mais c'est sûr qu'en tout cas musicalement tu as une vision beaucoup plus globale et c'est sûr que tu es beaucoup plus efficace, j'imagine, quand Bien tu sûr, travailles. oui, voilà, tu te connais mieux. Exactement. Voilà. Et pour parler un petit peu de la musique contemporaine, alors j'ai envie de te demander comment est-ce qu'on se retrouve un jour à jouer sur un alto la pièce de Campella qu'on mettra en description. Allez voir cette vidéo parce qu'on voit Pablo Marquez qui est avec un alto et qui joue avec les doigts. Comment on se retrouve dans cette situation-là avec la musique contemporaine? Comment ça t'est arrivé, ça? Parce que c'est une pièce qui a été écrite pour être jouée comme ça. Par un guitariste? Oui, voilà, c'est ça, oui. Oui, Campella, il joue la guitare. Donc voilà, il avait déjà écrit la première étude de percussion. Ouais. C'est moi qui l'avais créée. Ok. Donc, et après, quand j'ai vu qu'il avait composé cette pièce-là, j'avais trouvé ça extraordinaire et j'avais trouvé ça une idée géniale. Donc, j'ai eu envie de jouer ça. Et donc, j'ai même acheté un alto. Enfin, un alto pas très cher, tu vois, mais bon, un alto quand même. Que j'ai toujours à la maison. Tu le regardes? Je le regarde pour une pièce. De temps en temps. Tu l'as acheté pour seulement cette pièce. Voilà, c'est ça. Et donc, oui, je l'ai travaillé. Et puis, je l'avais présenté à un concert avec l'ensemble Linéa à Strasbourg, avec qui j'ai collaboré pendant un certain temps. Et on avait fait aussi un portrait d'Arturo Campella. Donc, donc ça faisait partie de ce... c'est une situation improbable quand on tombe sur ta chaîne YouTube et qu'on voit ça, on se dit mais qu'est-ce que... Et parce que ça renvoie, hein, ça part dans tous les sens, on s'en met pas. Et on parlait un petit peu de la musique contemporaine et le fait de rencontrer les compositeurs d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Luciano Berio, Boulez, etc., est-ce qu'il y en a un spécifiquement qui t'a marqué plus que les autres dans son, je sais pas, dans son humanité, humainement, je veux dire? Des grands compositeurs, ils sont tous très particuliers. En fait, je pense que
notamment Berio. Il m'a reçu chez lui, par exemple. J'ai joué pour lui, j'ai travaillé la séquence avec lui. Et il a été d'une extrême générosité. Je ne l'ai pas beaucoup connu, hein. C'était juste ce moment-là. Mais je me suis vraiment senti accueilli chez lui, en fait. Et c'était... même chose avec Courtac. Courtac, il m'a reçu chez lui à Amsterdam. Il habitait à Amsterdam à ce moment-là. Il était en résidence là-bas. Et oui, c'est-à-dire pour moi, c'est des expériences que je garde précieusement. J'imagine. Parce que pour la plupart des gens, c'est un nom sur une partition. Toi, c'est très. Comme tu disais, la musique contemporaine. Quand on n'est pas, je trouve, déjà quand on n'en travaille pas, c'est quelque chose de loin. Et même quand on la travaille, le fait de connaître les gens, ça doit être extraordinaire. C'est très important et je dirais que c'est une expérience fondamentale dans la vie d'un musicien parce que ça nous fait prendre conscience que le rapport au papier est quelque chose de très relatif et particulier à chaque compositeur. Et ça nous fait aussi relativiser tous les textes plus anciens, des compositeurs qui ne sont plus là. Et donc, s'il y a quelque chose que je conseille aux jeunes musiciens, c'est ça. C'est-à-dire, allez-y, commandez des pièces à vos amis compositeurs. C'est quelque chose de... Et c'est en plus comme ça qu'on fait grandir l'instrument et la guitare et qu'on la fait s'intégrer à la vie musicale d'aujourd'hui. C'est quelque chose de fondamental. Il faut le faire. Et pour avoir fait des créations, notamment avec le Quatuor Eclisse, quand on voit le compositeur et qu'on lui joue la première fois et puis qu'il nous dit « Ah, mais ça, il faudrait donner tel aspect. » Exactement. Et qu'on dit « Oui, mais c'est marqué ça sur le... » Il dit « Oh non, mais on s'en fiche. » Exactement. C'est là où on se rend compte, en fait, ok, d'accord, il a marqué un accent, mais en fait, c'est relatif, quoi. Exactement. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est de comprendre quelle est l'idée qui est derrière tout ça. Et c'est pas le signe pour le signe, en fait. C'est ça qui est absolument fondamental. Il faut comprendre la logique interne de l'œuvre. Et ça dépend du système de notation du compositeur, ça dépend de beaucoup de choses, en fait. Et dans toute la musique contemporaine que tu as jouée, si tu devais en retenir une qui t'a le plus bouleversé? Oh là là, c'est très difficile. Moi je dirais Calvario de Serge Multaka. Je pense que c'est une pièce qui a été super marquante pour moi et très spéciale. C'est celle où tu désaccordes le Exactement, c'est ça, oui. Voilà. Et en quoi? Parce que c'est une œuvre qui va très loin dans la recherche d'un son nouveau pour la guitare. Voilà, qui explore des aspects vraiment inattendus et méconnus de l'instrument. Voilà. Si on parle un petit peu maintenant de ta vie de chambriste, parce que tu ne joues pas que de la musique contemporaine ou que de la musique ancienne. Tu as fait des disques chez ECM par exemple avec Anya Lechner. Jouer avec violoncelle par exemple ou jouer avec pianoforte, qu'est-ce que ça change pour un guitariste? Parce que c'est encore autre chose que jouer de la musique contemporaine ou que jouer en solo? Non, ou finalement c'est un peu la même chose? Ça change rien, c'est-à-dire on fait de la musique tout simplement. Hein. Non mais dans ton rapport à la guitare, dans ton rapport au jeu, dans ton rapport à la dynamique, tu vois... Non, finalement, pour toi, c'est la continuité. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, on doit rendre un texte, on doit donner vie. On doit donner vie à un texte, et puis c'est ça qui est absolument prioritaire. Et on met tous les moyens techniques et de compréhension et toutes les ressources, disons, dont on dispose pour rendre vivant un texte. Et parlons aussi même de la lutherie, parce que pour ton disque avec pianoforte, tu as deux guitares. Tu as une guitare ancienne, du viennoise de Stoffer, c'est ça? Et une tierce guitare, le même type de guitare qu'avait Giuliani à l'époque. Donc,
Pablo Marquez va quand même très loin parce que en plus de jouer de la guitare, tu joues de l'alto et puis ça te dérange pas du coup. Une fois qu'on a joué de l'alto, on peut jouer toutes les guitares. Mais tout ça intéressant aussi d'essayer et de jouer des guitares différentes, quoi. Bah, je trouve que pour un répertoire comme celui-là, on ne peut pas le faire avec des instruments modernes. C'est-à-dire, on ne peut pas jouer guitare moderne et piano moderne, les œuvres qui ont été écrites pour forte et piano, parce que c'est vraiment des instruments complètement différents. Et déjà, guitare moderne et piano moderne, c'est très difficile d'avoir un équilibre. Oui. Or que l'équilibre est très naturel avec les instruments historiques. Pourtant, on pourrait penser que des instruments historiques, la guitare romantique sonne moins fort, non? Non? C'est faux. C'est faux. C'est faux. Génial. C'est des idées complètement préconçues, en fait. Génial. Ouais. J'adore avoir tort. Ouais. Ouais. Non, mais comme quoi, voilà, on se fait des fois des fausses idées. Et tu joues debout quand tu joues avec piano forte. Voilà, ça ne te donne pas des envies de jouer debout, même de la guitare moderne? Non, c'est que pour ce projet-là que tu joues debout ou bah, c'est-à-dire, moi j'essaye de comprendre le paradigme technique de chaque compositeur, en fait. Enfin, surtout quand le compositeur est un guitariste. Et en fait, la seule image qu'on a de Giuliani en train de jouer, c'est d'une gravure, une très belle gravure, où il joue il est en train de jouer avec Hummel, les fameuses sérénades en plein air dans les jardins de Schönbrunn à Vienne. En été, pleine lune, et il est debout en fait, une position très élégante, debout. Et en fait, si on regarde bien, toutes les guitares historiques ont un bouton, et c'était pour accrocher la lanière. Voilà. Et donc, ça veut dire quelque chose en fait. Et ça c'est-à-dire que c'était pas juste c'est pas par hasard en fait que c'est là. Et du coup, ça te permet des fois d'être un peu plus seul, d'être un peu plus avec lui. Il y a une liberté de mouvement extraordinaire. Et puis, chose pas négligeable, c'est la projection qu'on a en jouant debout est complètement différente. Ah ouais? Et c'est beaucoup plus important, oui. Et à quoi c'est dû ça? Parce qu'on a moins de contact avec l'instrument. C'est-à-dire le corps de l'instrument est plus libre. Donc en fait, on la laisse vibrer finalement. Exactement. L'instrument vibre plus. Et puis il y a une question de spatialisation. Spatialisation, merci. Et qui est intéressante parce qu'on n'est pas au même niveau. En hauteur, ouais. En hauteur que le fortepiano. C'est-à-dire si on est assis, on est un peu mangé peut-être. Mais or que si on est debout, l'instrument vibre à un autre niveau que je dis n'importe quoi, jouer de la guitare moderne comme ça, pour toi ça te semble hors de propos ou finalement tu te dis pourquoi pas? Enfin, ça a changé quelque chose ou pas, non? On pourrait tenter l'expérience, c'est vrai, on pourrait tenter l'expérience. Mais bon, c'est-à-dire, encore une fois, essayons de comprendre le paradigme technique des guitaristes qui ont écrit ces œuvres-là. Par exemple, si on joue Llobet ou Tárrega, tu vois, ils jouaient assis. Ou même Sorge, je pense qu'ils jouaient assis. Donc, je ne sais pas, c'est particulier. Mais là, en fait, il y avait un besoin acoustique et le meilleur rendu, c'était justement en jouant debout. Et pour parler un petit peu d'autres choses, est-ce que tu as on sait que Athanase Surkouzounov, qui est passé ici, nous parlait aussi de toi, comme quoi tu l'avais beaucoup aidé quand il était... Enfin, soutenu moralement en tout cas quand il était jeune. Est-ce que tu as des guitaristes, pour parler un peu de guitare, est-ce que tu as des collègues guitaristes en Europe que tu admires plus que d'autres pour une certaine raison, en France ou en Europe, ou est-ce que tu écoutes beaucoup de guitare ou pas tellement? Ah oui, non, mais il y a énormément de gens et d'amis que j'admire énormément. Hein. Bon, Athanase, pour moi, c'est vraiment quelqu'un de très spécial et très particulier. Et enfin, j'aime beaucoup ce qu'il fait, vraiment. C'est un artiste intègre
est entier. Hein, c'est rare. Donc, ça, chapeau, vraiment. Donc, et puis, des collègues, il y a énormément. Je ne veux pas donner parce que après, sinon, j'oublie quelqu'un et je ne veux pas être un porte-à-faux. Mais non, je respecte beaucoup le travail de beaucoup de gens. Donc, voilà. Et tu parlais de continuer à t'intéresser aux choses. Et aujourd'hui, spécifiquement, comment est-ce que tu progresses aujourd'hui encore? Ben, c'est la musique elle-même qui me fait progresser, les œuvres elles-mêmes. C'est-à-dire les demandes spécifiques de certaines œuvres qui me font progresser techniquement ou intellectuellement, ou je ne sais pas. C'est en travaillant des nouvelles choses. Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est pour ça que je travaille de nouvelles choses tout le temps. Parce que ça me fait vraiment... ça me fait travailler, ça me fait... ça me remet en question tout le temps. Parce qu'on a vite fait quand même, quand on est même concertiste, de jouer beaucoup les mêmes œuvres, de se reposer un peu sur son répertoire, d'avoir une œuvre de temps en temps nouvelle. Mais toi, c'est pas ton cas. Toi, tu es toujours en train même dans la création, tu es toujours en train de faire des nouvelles choses. Voilà. C'est ça ton secret peut-être alors. Ouais. Je sais pas si c'est un secret, mais enfin, en tout cas, je fais pas ça pour avoir ce résultat-là. C'est-à-dire, j'ai besoin de ça, en fait, c'est tout simplement. Et tu dois être quand même beaucoup sollicité, non, pour créer des œuvres pour guitare, ou pas plus que ça, parce qu'on t'identifie quand même comme un genre de guitare d'aujourd'hui. Est-ce qu'il ça arrive qu'il y ait des jeunes compositeurs qui t'envoient leur partition pour voir un petit peu ça? Oui, souvent, ça arrive souvent, oui, bien sûr. Et à chaque fois, tu essayes de prendre le temps de regarder, ou des fois tu n'as pas? J'ai pas toujours le temps, mais si je peux le faire, je le fais évidemment, ouais. Mais j'ai pas toujours le temps, c'est ça le problème. Parce que je quand même suis impliqué dans plusieurs projets en parallèle tout le temps. Tu as plusieurs vies en parallèle, ça c'est sûr. Oui, j'ai plusieurs vies parallèles, oui, c'est ça. Et si demain, là, tu allais sur une île déserte et on te disait tu peux ramener qu'une seule partition? Oh là là, c'est trop cruel ça. Bah ouais, je sais, j'aime bien. C'est trop cruel, je sais pas. Je peux pas dire. C'est une question à laquelle je n'ai pas réfléchi et je n'ai pas de réponse. Il y a trop de choix possibles. Ouais. Une question très bête aussi. Ouais. Et pour toi, le plus difficile, c'est de faire le plus de musique avec beaucoup de notes ou avec très peu de notes? Les deux. Les deux. S'il y a des partitions qui ont beaucoup de notes, il faut faire de la musique quand même. Il y a des partitions qui ont très peu de notes, et il faut aussi faire de la musique quand même. Donc, dans les deux cas, il faut rendre vivant un texte. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut répondre à ça. Bah, c'est difficile de rendre vivant quand il y a beaucoup de notes à jouer techniquement, et puis quand il y a peu de notes, c'est difficile aussi de trouver la matière. Donc, c'est difficile, c'est intéressant en tout cas. Tu sais, parfois tu as 3 notes à jouer. Je me souviens, on a créé une pièce de Zan Multaka pour violoncelle et guitare. La guitare, au premier mouvement, il y a 3 choses à jouer. Et c'est des harmoniques très difficiles à faire sortir de la guitare. Or que le violoncelle a des notes longues. Et puis, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai jouées, par exemple. Non? Et je sais pas, c'est très difficile. Et en même temps, jouer le concerto d'Aranjuez avec 10 milliards de notes, c'est aussi très difficile. Donc je sais pas, c'est une question très, très délicate, je trouve. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte, Pablo, pour les gens? Non. Bah écoute, je seulement
un remerciement pour ton invitation. Merci à toi. Et voilà, et bonjour à tout le monde. Voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette interview. Donc merci à Orlando qui nous a ouvert les portes de la Guitararia aujourd'hui et Pierre qui m'assiste. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour la rendre plus virale, c'est un gros coup de pouce justement que vous pouvez nous donner. Vous abonner à la chaîne parce que vous savez sur cette chaîne il y a beaucoup d'interviews, on a un certain nombre maintenant, il y a aussi des tutos, voilà, il y a plein de choses différentes qui se passent sur la guitare classique. Je suis très content que ça se développe comme ça. En tout cas, au revoir et belle musique à vous.